15 335 candidats députés pour l'ensemble du territoire national, seulement pour 500 sièges. C'est le résumé qu'on peut faire de cette course aux législatives pour cette année 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivrez chez vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous n'avons pas voulu rester en marge de cette campagne électorale. Voilà pourquoi nous vous proposons cette émission, élection 2018, qui recevra pour vous des candidats députés nationaux, mais aussi candidats députés provinciaux pour parler de leurs projets de société, pour commenter les sujets d'actualité, mais aussi le déroulement de cette campagne électorale. Ce soir, le plateau sera féminin. Pour cette première émission, ce numéro 1 reçoit deux dames qui sont candidates députés nationaux. L'une pour la circonscription de Lukunga, ici à Kinshasa, et l'autre pour le Mont-Amba, ici même à Kinshasa. Vous aurez le temps donc de les découvrir et d'entendre le point de vue individuel de chacune d'elles et comprendre... elles vont peut-être vous emmener à vous convaincre à aller voter, puisque vous êtes électeurs pour la plupart dans cette ville de Kinshasa qui compte plusieurs milliers d'habitants. Je vais vous présenter mes deux candidates députées. J'ai en face de moi Grace Kakiese, sur la gauche de votre écran, Grace Kakiese, qui est du Parti congolais pour la démocratie PCD. Elle va en parler tout à l'heure, signataire du FCC, mais aussi à ses côtés, nous avons Dorothée Sumbula qui est du regroupement des Républicains indépendants, RIA. Nous allons en savoir un peu plus sur ce parti qui est, me semble-t-il, membre du FCC également. Je vous dis bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau élection 2018. C'est la course au gender. Nous savons que les femmes sont très en reste dans ce conglomérat politique. J'espère qu'elles vont un peu plus s'affirmer. C'est l'occasion justement de le démontrer ce soir. Nous allons parler, je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter. Qui êtes-vous exactement? Comment êtes-vous arrivé dans cette course politique? Êtes-vous des femmes déjà combattantes depuis des années parce qu'il y a beaucoup de nouvelles étoiles qui arrivent. On se demande ce qui justifie cette affluence. Grace Kakiese, en quelques minutes, présentez-vous. Qui êtes-vous exactement? Je suis Grace Kakiese. Comme vous l'avez dit, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille à la Direction générale des douanes et accises. Et aussi femme politique. Ça fait quand même quelques années que je suis dans ce monde politique, que je suis une combattante. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. J'ai postulé à la députation nationale en 2011. C'est donc une deuxième expérience. Oui, exactement. C'est une deuxième expérience, mais qui sera certainement différente parce que cette fois-ci, ça ira. Je le crois et voilà. Donc, vous êtes positive. Je suis positive. Beaucoup pensent que... Je suis aussi servante de Dieu. Hein, voilà. Donc, vous êtes... bien quand même le signaler aussi. Vous êtes sur plusieurs chantiers. Certains pensent qu'en politique, il faudrait s'investir à 100%. Est-ce que vous pensez que vous avez assez le temps? Est-ce que vous êtes assez engagé? Est-ce que être à la fois fonctionnaire et politique, tout simplement, ça va ensemble? Vous savez, Dieu a créé 24 heures pour tout le monde, mais à chacune de personnes, il a donné des talents. Aux uns, il en a donné un, à d'autres 2, 3, 4, 5. Mais je pense que Dieu est assez sage pour savoir que les 5 talents qu'il aurait donnés à une personne suffiraient... Enfin, 24 heures suffiraient pour qu'une personne qui a 5 talents puisse les faire valoir. Et pourquoi ce choix pour la politique? J'ai pris goût de la politique au travers de ma mère. Ma mère est une femme politique, elle est du PPRD. Et je l'avais toujours accompagnée depuis mon jeune âge. J'étais j'étais hôtesse au PPRD et tout. Et je pense que c'est le fait d'être dans ce milieu-là. Vous êtes tombée dedans tout petit. Oui, voilà, et ça m'a séduit. Mais il faut dire aussi que peut-être aussi que c'est mon destin finalement. Ok, nous allons revenir à vous pour essayer de comprendre pourquoi vous vous lancez encore dans ces législatives. Dorothée Sumbula, je l'ai dit, vous êtes du parti politique RIA. Avant qu'on puisse parler de ce parti politique, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Donc, je m'appelle Dorothée Sumbula, comme vous l'avez déjà exprimé. Je suis... de formation, je dirais, profession
infirmière licenciée en santé publique. Donc, j'ai pratiqué, si je peux dire, je continue à pratiquer à l'université de Kinshasa, où j'ai formé des infirmières pendant 20 ans. Ensuite, je suis passée dans l'administration comme secrétaire administratif facultaire à la faculté des sciences. Et après ça, j'ai été en formation donc, pour préparer ma licence en santé publique. Et je suis de retour depuis 2012. Donc, je suis pour le moment, si je peux le dire, en attente d'affectation. Ok, alors est-ce que vous allez abandonner les malades pour vous lancer en politique? D'où vous vient ce goût? J'aimerais souligner que, parce que je le sais, vous êtes veuve du professeur Gambembo, que beaucoup connaissent, professeur d'université à l'UNIKIN. Est-ce que c'est de là que vient ce goût? Parce qu'on sait que c'est un homme qui a longtemps évolué dans les milieux politiques. Est-ce que c'est de là qu'est partie votre décision d'entrer en politique? Oui et non. Non, parce que je dirais j'ai atteint l'âge de la retraite, ce qui signifie que je serai beaucoup plus dégagée par rapport à mes passions, par rapport à la formation. Donc je me dis, je peux encore me rendre utile auprès de nos communautés, pourquoi pas. Et oui, effectivement, parce que mon mari a évolué dans le milieu politique, donc quelque part, je connais un peu le terrain. Alors, pour vous, ça ne paraît pas... est-ce que ce n'est pas une course folle? Il y a quand même plus de 15 000 candidats députés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme arme pour convaincre le public, pour convaincre l'électorat? Et quelles sont les motivations? Qu'est-ce que vous allez leur présenter comme projet alléchant? Pour moi, le projet pour le moment, parce que tout le monde le sait, personnellement, je me lance dans les antivaleurs. Je veux parce que c'est tellement grave. Le pays est tombé tellement bas. Et quand on voit les jeunes, les enfants vivre dans ces antivaleurs, on s'est dit non, on ne peut pas les laisser continuer à ce rythme-là. C'est pas possible. Nous sommes tombés trop bas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à relever, ne fût-ce que un groupe, 2 groupes, 3 groupes, qu'importe, qu'on puisse se lancer pour relever cette jeunesse qui est tombée trop bas dans les antivaleurs. Est-ce qu'on peut encore croire en cette Assemblée nationale? Je le dis, plus de 15 000 candidats où on voit un peu tout et n'importe quoi, il faudrait le dire. Il y a beaucoup de points d'interrogation autour de ce futur Parlement, cette future Assemblée nationale. De quoi sera-t-elle faite? Est-ce qu'il y aura vraiment des valeurs? Même ceux qui sont connus, il y en a beaucoup en tout cas qui, pour l'opinion, ne sont pas des candidats valables, vont se retrouver là-bas. On ne sait pas vraiment dans quoi on va patauger. Est-ce que vous pensez justement que c'est un endroit sûr sur lequel la population peut se poser aujourd'hui, peut compter? J'y crois. J'y crois parce que si on leur lance tout justement ce message d'antivaleurs, qu'il faut combattre les antivaleurs, je crois que c'est tout le monde qui s'y mettrait en masse. Parce que ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on veut. On sait que les députés, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, oublient tout ça. Ce qui importe, ce sont les avantages, ce sont les émoluments qui sont assez importants aujourd'hui, les crédits véhicules et tout ça. Est-ce que vous avez encore le temps de voter les lois qu'il faut au sortir? Est-ce que vous-même avez fait un bilan de l'Assemblée législative qui est en train de s'en aller? Quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce que la population peut retenir de tout ça? Écoutez, ce que la population a retenu et ce que nous tous, nous avons retenu, c'est que le bilan est négatif. Le bilan est négatif, c'est là. Comment vous expliquez ce fameux, je dirais même institutionnalisé, les Koulouna? Qui ne vit pas ce symptôme Koulouna? Qui ne vit pas ce symptôme Oudjana? Quelle valeur que nous tirons de là? Il y a eu des élus. Quelle analyse ils ont fait sur ça? Aujourd'hui, je veux bien, ils se remettent dans la course. D'accord, allons-y. Mais faites l'analyse.
Qu'est-ce que vous avez fait de ces jeunes gens qui aujourd'hui sont des Kuluna? Qu'avez-vous fait de nos enfants qui aujourd'hui sont des Ujana? Nous, on dit non. Et je crois que la grande partie de la population dit non à tous ces antivaleurs. Que dit-on de ces enfants qui n'ont plus de respect pour la vie, qui n'ont plus de respect pour eux-mêmes? Et pourtant, ce sont des valeurs que les familles, tous, veulent développer auprès des enfants, auprès des jeunes, pour qu'on puisse construire une vraie société. Nous, les parents, ont tout perdu, même d'un simple respect de soi-même. Comment inculquer chez les enfants le respect qu'on n'a pas soi-même? Donc il y a une déchéance de la société, tout est à rebâtir. Est-ce que l'Assemblée nationale qui arrive sera capable de le faire grâce qu'à Kiessé? Est-ce qu'on va vraiment vers un renouvellement de la classe politique ou vers une déchéance? Qu'est-ce que vous avez vous-même comme impression quand vous regardez toutes ces affiches? Vous avez certainement dû parcourir un peu l'échantillon de ce fichier électoral, de ces candidats à la députation nationale. Il y a vraiment de tout. Est-ce que ce n'est pas finalement le blanchiment même des gens que l'opinion ne trouve pas, voilà, des gens qui n'ont pas le poids d'aller représenter la population? Comme je vous l'ai dit, je ne me détache pas de ma foi, hein, je n'arrive pas à me détacher de ma foi, donc je reste positive. Moi, je pense que, bon, c'est vrai qu'avec toutes ces candidatures, il n'y a pas toujours... ceux qui savent ce qu'ils veulent aller faire à l'Assemblée nationale, il y a des opportunistes et tout. Mais il faut dire Est-ce que le niveau n'est pas allé trop bas, même au niveau des candidatures? On dirait qu'il n'y a pas assez de sélection. Finalement. Oui, moi je pense que le niveau est allé trop bas quand même. Hein. Mais ça, c'est le travail de la CENI. Je ne sais pas. Mais je pense que certains pensent qu'on doit donner la chance à tout le monde. Tout le monde peut être un bon porte-parole de la population oui, on peut donner la chance à tout le monde. Mais je pense aussi que c'est aussi aux députés justement de faire un travail prochainement pour que les critères soient quand même un peu remontés de niveau. Et pour parler du nombre de candidatures, moi je me dis, comme je l'ai toujours dit, il faut pas décourager les ambitions. Okay? On est quand même une population de plus de 40 millions, où il y a plus de 40 millions d'électeurs. Donc c'est plus ou moins naturel qu'il y ait 15 000 personnes qui veuillent aller justement à cette course. C'est proportionnel, vous voulez dire, oui, quand même, oui, à la population. Je le pense sincèrement. Mais maintenant, au finish, la qualité, justement, ça ne dépend pas de ceux qui veulent postuler. Ça dépend de la CENI, qui fixe des limites. Et je pense que ça, c'est quand même important. Et maintenant, par rapport à votre question, si on est en train de tendre vers une déchéance, ou bien, je n'aime pas être négative, je reste positive, je suis quelqu'un qui... Parce que je me dis que sans espoir, on ne peut aller nulle part. Même nous, même qui venons là, si on perd espoir, quel message on va donner à cette population? On va dire quoi? Non, il n'y a plus d'espoir et tout. Et puis bon, qu'est-ce que vous allez faire là-bas vous-même? Voilà, donc on peut pas confesser ni prophétiser le chaos. Moi, je pense qu'il revient maintenant à la population de faire vraiment de bons choix. Et je pense que, comme on dit, hein, on n'est pas dans les cœurs de chacun. Les projets de société, c'est bien beau, hein. Il faut dire d'abord que de manière naturelle, d'abord... Il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui vont entrer en ligne de compte pour le choix des candidats cette année. Il faut le dire que la course est encore plus rude que... Exactement, parce que s'il faut parler des projets de société, naturellement, d'abord un candidat, elle est derrière le projet de société d'abord de son chef, du chef de son parti. Et puis naturellement, chacun de nous a une vision pour ce qu'il veut faire et tout. Mais je pense que maintenant, au-delà des projets de société, la population devrait quand même faire un choix basé sur le flair quand même. Hein. Essayer d'entrer en contact avec toutes ces personnes qui sollicitent leur vote. Et puis, vraiment faire des choix basés sur
sur ça, sur les valeurs, comme Madame venait de le dire. Quel est le discours vous-même que vous emmenez à votre base? Comme on le dit aujourd'hui, il est question d'être en contact avec la base. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats députés s'illustrent par des dons? À quelques semaines de la campagne, on voit tel va inaugurer des latrines publiques, tel va distribuer des t-shirts, tel la nourriture, etc. Est-ce que c'est ça le rôle? On doit rentrer à la mission première du parlementaire. Vous savez que c'est pas du tout le rôle d'un député. Mais il faut dire que nous sommes dans une société qui a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de pauvreté. Nous sommes quand même, il faut pas se voiler la face. Okay, nous sommes quand même... la construction des ponts à quelques semaines des élections va résoudre tant soit peu la misère de votre électorat? Est-ce que c'est la tactique? Tant soit peu, oui. Tant soit peu, oui. Parce que de toute façon, quand on peut aider une seule personne, on fait quelque chose quand même. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas pour que ces personnes nous votent. Mais on le fait pour que ces personnes nous prêtent leurs oreilles. Okay? Et ça ne devrait pas être un moyen de corruption. Une ruse politique. Pour certains, peut-être. Mais moi, si je peux faire quelque chose, je ne le fais pas pour corrompre. Je le fais parce que je me dis, ces gens-là qui sont affamés, écoutez, comme on dit, ventre affamé, ils ont d'abord besoin de pain. Voilà. Donc, lorsque je viens quelque part et que je peux, avec le peu que j'ai, si je peux donner un pain, un morceau de pain à la personne qui me dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous écouter parce que là, je suis affamée. Là, j'ai mon enfant qui a une malaria. Je n'ai même pas d'argent pour acheter de médicaments. Si je peux, je lui donne. Il vous pose des questions, des problèmes primaires. Voilà. Si je peux résoudre, je suis fonctionnaire. Hein, je ne suis pas du tout aux affaires. Et donc, si je peux, je le fais. Mais après, c'est parce que je veux que la personne m'écoute, me prête son oreille. Je le fais pour... je le fais déjà même en religion. Donc, voilà. Donc, je le fais aussi dans l'évangélisation. Voilà. Donc, c'est pas parce que je veux corrompre, mais c'est parce que je me dis que ces personnes-là vont être affamées d'un point d'oreille. Donc, tant que je peux passer mon message, s'il faut que je résolve un problème, je le fais d'abord et puis après, je résous le problème. Il y a cette question de discours démagogique, de promesses fallacieuses que vous faites des fois à l'électorat. C'est reproché aux candidats de différentes, députés notamment. Mais est-ce que pendant ces 5 ans, vous retournez à la base? C'est aussi ça la grande question. Les députés ne vont que pour chercher le suffrage et ils reviennent 5 ans après quand ils en ont encore besoin. La base n'est juste qu'un marchepied pour vous. Comment vous voyez cette relation entre électorat et candidat député? Mais justement, il faudrait maintenant qu'il y ait un vote sanction. Mais je pense que le peuple devient mature. Vous savez, en 2006, c'était la toute première fois que les Congolais avaient voté. En 2011, c'en était la deuxième. Et aujourd'hui, c'est la 3e fois. Moi, je pense que les gens ont quand même compris beaucoup de choses. Les gens commencent à comprendre. Ils savent maintenant que le rôle d'un député, c'est pas de venir construire des ponts et tout. Ils le savent. Ils peuvent vous exposer leurs problèmes, mais ils savent, déjà, la majorité savent maintenant que c'est pas le rôle d'un député. Maintenant, s'il faut parler de ça, justement, moi, je me dis qu'il faut rétablir aussi la relation entre les députés et leur base et la population. Il faut que la communication maintenant soit... Malheureusement, les députés ne le font pas. Pendant les 5 années où ils sont... Enfin, quand je dis le font pas, c'est pas tout le monde, hein, c'est pour la plupart. Hein. Moi, je suis de Barumbu. Mais je veux dire quelque chose, c'est que le député provincial de la commune de Barumbu a été élu, je pense, en 2006. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que le 3/4 de la population de Barumbu ne le connaît même pas. Vous voyez? Donc, on ne le connaît même pas. Vous ne savez même plus qui est... On ne le connaît pas, on ne l'a plus jamais revu. Et, moi, je ne le connais pas et autour de moi, les gens ne le connaissent pas. Barumbu a 7 quartiers. À chaque fois que je passe, ils ne savent même pas c'est qui le député provincial de leur commune, pour vous dire. Donc maintenant, c'est important quand même que les gens puissent voter. Alors qu'il y a autant de problèmes qui n'ont certainement pas été résolus. Et même rétablir cette relation-là entre la base et les députés. Vraiment une bonne relation, que la communication passe. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous votez des lois, revenir vers votre base. Leur rendre quand même des comptes. Voilà, on a voté telle loi, voilà, on a censuré telle... on a apporté des amendements sur tel autre, voilà, on a interpellé le gouvernement, les membres du gouvernement. Tout ça, il faudrait que la base quand même le sache. Moi, je pense qu'un député qui est élu, il a plus ou moins 10 000 personnes qui l'ont voté, ou 15 000, ou peut-être 20 000,
Okay? Lorsqu'il revient vers cette base-là, ça veut dire qu'il informe 20 000 personnes. Et ces 20 000 autres pourront aussi en informer d'autres. Et il y en a 500. Il y a 500 c'est facile de le dire, vous parlez de contrôle parlementaire, mais vous êtes lié vous-même, vous le dites, à votre cordon ombilical. C'est votre famille politique, il y a des lignes directrices à suivre. Une fois au Parlement, vous allez arriver là-bas. Impossible de faire un contrôle parlementaire, impossible d'interpeller un ministre parce qu'il s'agit de sauver et de protéger sa majorité. Comment entrevoyez-vous ça? Est-ce que vous aurez les mains libres une fois au Parlement? Moi, je pense que nos partis politiques, en tout cas pour le mien, ne sont pas c'est pas l'armée, hein. Moi, je pense qu'on peut déjà à l'interne... On connaît tous cette allégeance à l'autorité morale. L'autorité morale a dit la majorité doit tenir, donc on se serre les coudes, on ne vote pas. Vous savez, comme on le dit, hein, il y a des djihadistes dans tous les partis politiques. Que ce soit dans l'opposition comme dans la majorité, il y a des gens qui crient « Amen », oui et « Amen » à chaque fois. Mais il y a aussi des gens qui peuvent émettre leur avis, d'abord à l'interne. Ils ne sont pas entendus. Quand on voit comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale finissante, ça veut dire que c'est une maladie générale. Non, mais le problème, c'est que, comme on venait de le dire, la plupart qui y vont d'abord, est-ce qu'ils savent pourquoi ils y vont? Est-ce qu'ils ne vont pas seulement parce que la liste a été remplie et puis voilà, il est passé par chance ou par faveur? Saurez-vous dire non à votre autorité morale s'il s'agit de maintenir un ministre en fonction alors qu'il est, par exemple, en porte-à-faux avec ce qu'il faut faire? Vous savez, le plus important, c'est pas toujours de dire non. Le plus important, c'est d'argumenter. Moi, je suis juriste de formation et ce qui est bien en droit, c'est qu'il n'y a pas de oui et de non. Ça veut dire qu'en droit, tu peux contredire une affirmation qui a déjà été... voilà, et puis après, tu apportes tes arguments. Il ne faut pas toujours se dire que les partis politiques, c'est oui et amen, c'est comme ça. Non, il faut argumenter. Lorsqu'il y a une ligne de conduite qui est donnée, qui est dans un parti politique, certainement qu'il y a des raisons. Maintenant, il faut apporter aussi des raisons peut-être contraires avec des arguments forts et solides pour se faire entendre. Moi, je pense que c'est possible de changer les choses. Et quand on peut changer les choses déjà à l'interne, parce qu'à l'interne, on n'a pas toujours, nous tous, on n'a pas toujours une même façon de voir les choses. Ça veut dire que je peux être, je suis là, je suis de mon parti politique, je suis membre du FCC et tout. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que c'est une plateforme démocratique? Est-ce qu'il y a la démocratie au sein de cette plateforme? Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Mais comme je venais de le dire, il y a des djihadistes et puis il y a des gens qui n'ont pas d'arguments. Donc, il ne faut pas toujours contredire parce qu'on veut contredire. Il faut apporter des arguments. Il faut, par exemple, dire non, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça, ça, ça. Voilà ma base, par exemple. Une certaine opinion pense qu'au FCC, c'est oui et amen à tout ce que Joseph Kabila, qui est l'autorité morale, dit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cas? Si c'était ça, hein, Joseph Kabila allait se représenter encore. Comme je disais, les djihadistes ont dit où mais là. Les djihadistes ont demandé à ce qu'il reste. Et... la plupart. Hein, et dans le cas où il aurait souhaité... J'aimerais pas dire que moi je ne l'ai pas dit, je ne dis pas que je l'ai dit ou pas, mais tout ce que je sais... dans le cas où il aurait souhaité lui-même, on aurait peut-être dit oui et amen. Mais c'est ce que je dis, il y a des djihadistes, il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'arguments, il y a des gens qui veulent peut-être, qui pensent autre chose que ce qu'ils disent au chef, mais Dieu merci, hein, la base a été prise au dépourvu. Non, Dieu merci, il a pensé à la population congolaise. Et je pense qu'il va toujours être aussi important pour le FCC que pour tous les autres politiciens qui auront besoin de lui, comme il a dit d'ailleurs au journal le soir. Voilà. Okay, nous allons commenter brièvement cette interview. Dorothée Soumboula, aujourd'hui, la base, comme on le dit, a beaucoup de choses à dire. Mais cette population est manipulée, on devrait dire. On manipule les chiffres, on manipule l'affluence. C'est toujours même pratiquement les mêmes personnes qui vont à gauche et à droite, soit à coup de billet, soit gratuitement, soit... Il y a autant de paramètres. Mais ce qui importe aussi, c'est cette sanction dépend aussi du parti d'où vous venez. On veut que les candidats puissent s'assumer. On veut aujourd'hui que les candidats puissent déterminer clairement, par exemple, le choix de leur candidat président qui va déterminer le reste. Est-ce que ce n'est pas ce que vous pensez? Auria, comment ça se passe? Vous êtes du FCC, qui est l'autorité morale directe du parti? L'autorité morale chez RIA, c'est... Ou le président, peut-être, que l'autorité morale, c'est un peu plus loin que... Ouais, c'est Kingo Adonto.
Pour certains, on se dit, est-ce que ce n'est pas des partis alimentaires? C'est une constellation de partis politiques, autant le PCD que le RIA, qui a été formé autour finalement du PPRD et alliés. Est-ce que ces partis politiques aujourd'hui ont vraiment une vision autre que celle édictée par l'autorité morale du FCC? Je crois, pas nécessairement par rapport à l'autorité morale, mais je crois que chacun des membres ont une conscience. Et je crois que la conscience aussi nous pousse à pouvoir voir les choses en face. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Je crois qu'il ne faut pas. C'est comme on dit. Mais la ligne directrice, elle est déjà là pour tous les signataires du FCC. Vous avez un candidat président, ça ne changera pas. C'est Chadari, Emmanuel Chadari. Et puis, vous êtes candidate, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Je crois, ce qu'il y a, c'est que on ne se cache pas. On ne se cache pas en disant qu'on n'est pas de FCC. Non. Je crois que à partir du moment où vous acceptez, il faut savoir s'assumer. Il faut savoir s'assumer, il faut savoir être responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait ou de ce qu'on voudrait faire. Parce que quand on se présente devant les électeurs, les potentiels électeurs, aujourd'hui, la première question, j'ai observé, c'est quel est votre candidat président? C'est la première question et je crois que ça détermine aussi, d'une manière ou d'une autre, la suite des événements. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous? Comment ça se passe, vos descentes sur le terrain? C'est exactement la question, elle est là, on la pose. Vous êtes de quelle tendance? Mais pour ce qui me concerne, je trouve que on ne doit pas convaincre son électorat par rapport, vous êtes A ou vous êtes B. Par rapport à ce soubassement politique. Voilà. Quelles sont vos propres convictions qui vous poussent à pouvoir avoir cet électorat? C'est comme a dit madame, chacun a un projet. Je veux amener ce projet à ce niveau-là. Et je dois convaincre ceux qui me donnent leur voix que j'y vais, pas pour y rester, pas pour aller dormir, mais pour revenir vers vous. Et quand je vais là-bas, je vais avec vos attentes à vous. Pour moi, c'est d'abord ça. Connaître les attentes de ceux pour qui vous voulez aller les représenter. Vous allez pour représenter un électorat. Quelles sont leurs attentes? Et aujourd'hui, je crois que les attentes de nos électorats, qu'importe que ce soit Lukunga, Muamba, Tchangou, je crois qu'en majorité, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous pensez que le FCC, pour vous, est un ticket gagnant aujourd'hui? FCC, ça veut dire Emmanuel Ramazani Chadari, plus RIA, qui est votre parti politique. Pensez-vous aujourd'hui convaincre l'électorat? Aujourd'hui, il y a un bilan, puisque le FCC est dans la continuité d'après son candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un discours qui passe au sein de votre base? Je peux dire que le discours peut passer par rapport à l'individu. FCC ne doit pas être du coup un condamné. Il n'est pas condamné. Il peut se racheter en beaucoup. Il suffit de placer... Le bilan a été négatif, qu'il faut améliorer. Même si le bilan était négatif, pour le moment, vous en prenez conscience et vous placez les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. À ce moment-là, vous êtes une carte gagnante. Non, la qualité aujourd'hui de l'électorat, des futurs candidats va aussi déterminer justement la suite des choses. Vous pensez on peut entrevoir une suite heureuse pour la République démocratique du Congo au regard de tous les problèmes qu'on traverse? Oui. Moi, je suis... C'est comme a dit madame, elle est positive. Moi aussi, je suis une nature positive. Je ne suis pas du tout... je ne vois pas les choses en se dégradant. Au contraire, pour moi, je crois que c'est un passage qu'il nous fallait pour reprendre conscience et pour se relever. C'est comme un enfant. Il veut faire les pas, il va d'abord commencer par tomber. Et après, il va se raffermir et il va faire ses pas. Et je crois que par où nous sommes passés, par où nous sommes tombés, nous voulons nous relever. Et si on est debout,
on va marcher. Alors, les femmes aujourd'hui devraient avoir un apport particulier. La femme, c'est quand même la personne qui est plus ou moins, du coup, sur le point moralité, etc., la personne sur laquelle on peut faire confiance. Les femmes devraient emmener une touche particulière, ce qu'on n'a peut-être pas vu et qui est encore décrié pour les années précédentes. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que vous pensez que la femme, est-ce que déjà on va arriver justement à la réussite de ce gender par rapport aux lois, à l'application de ces nouvelles lois? Si je vois déjà parmi les candidats présidents, il y a une seule candidate. Sur les 21 présidents, il y a une candidate femme, mais toutes les femmes n'en parlent pratiquement pas. Est-ce que ce n'est pas une erreur de n'avoir pas misé toute votre énergie sur la seule candidature féminine qu'il y a aujourd'hui? Non, je ne vois pas les choses plus dans ce sens-là. Si cette fois-ci, il n'y a eu qu'une seule candidate, avec l'apport de toutes les électrices de la RDC, cette femme aurait pu remporter haut la main les élections. On sait que la frange féminine au Congo, elle est majoritaire. Hein? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir dans cette frange qui est soi-disant majoritaire, quelle est l'élite? Si la majorité est ignorante, comment voulez-vous passer le cap et aller plus loin? Parce que ça reste finalement un rêve pour nous femmes. Mais un rêve qui demain sera réalité. Et là-dessus, il faut y tenir. On a besoin des bras de toutes les femmes, Grace Kakessi. Pourquoi ne pas porter main forte aujourd'hui à une femme alors que vous battez pour le gender? Vous savez, même si je suis pour de la discrimination positive, mais je suis contre ce vote où on doit voter seulement parce que c'est une femme. Une élection à la présidentielle, ça se prépare. C'est pas parce qu'on dort, on se réveille, et même si on en avait des ambitions, mais tant que ça reste dans votre tête et dans votre cœur, vous n'allez pas venir voilà, un bon matin comme ça dire je suis candidate à la présidentielle et moi parce que je suis une femme je vais vous voter. C'est un risque à prendre. L'avez-vous entendu, l'avez-vous suivi ou vous êtes resté focalisé sur votre fidélité tout azimut à votre autorité morale? Comme je disais, c'est pas un matin, c'est pas à la veille des élections qu'on vient pour dire qu'on est candidat président. Ça se prépare. Ça se prépare. Oui, ça se prépare et il faut quand même... pardon? C'est une question de confiance. Naturellement, il faut convaincre les gens. C'est pas parce qu'on est femme seulement. Comme je disais, moi je suis pour de la discrimination positive. Mais ça dépend à quel niveau. Voilà. Et donc, quand on veut être candidat président de la République, on le prépare peut-être 10 ans à l'avance. On le prépare peut-être 5 ans à l'avance. Vous voyez? Et maintenant, moi, si un jour, pourquoi pas, j'aimerais postuler à la magistrature suprême, je vais peut-être préparer ça pendant 15 ans, peut-être 20 ans, pourquoi pas. Vous savez que c'est jamais évident, on ne sait pas toujours le dire à l'avance. Aujourd'hui, même si vous dites vos ambitions, vous savez que c'est un danger pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez regarder les gens dans les yeux et dire clairement que vous aimeriez être candidat de président? Vous pensez que dans cet environnement politique que nous vivons en RDC, c'est assez sécurisé comme démarche? Je ne veux pas le cacher, mais un jour, je pense que je le serai. Je le serai. Je prendrai mon temps. Je vais peut-être faire 15 ans de préparation. Et je prendrai mon temps, mais je le serai. Et comme je disais, ça se prépare. Aujourd'hui, le monde évolue très rapidement. Nous sommes au siècle de la communication. Donc, ce qui pouvait prendre 50 ans autrefois, aujourd'hui, tu peux faire ça. Tu peux faire cette préparation en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, je pense que à moins que Dieu me dise que ce n'est vraiment pas mon chemin, mais je pense que je pourrais le faire un jour. Je pourrais peut-être. Et pourquoi pas. Mais je prendrai mon temps. Je vais vraiment me préparer. Et je vais vraiment marquer quand même, comme on dit, je vais marquer ma présence, je vais marquer sur la scène politique. J'aurai vraiment un background à présenter. Alors aujourd'hui, concourir à cette députation nationale, c'est un pari risqué, on devrait le dire, parce que la campagne a commencé, on voit que c'est plus ou moins timide pour les uns et les autres. Et avec tout ce monde, on se demande comment vous allez pouvoir y arriver. Vous êtes du FCC. Avec Emmanuel Ramazani Chadari, comment êtes-vous accueilli dans la base? Nous sommes sur un discours de continuité. Est-ce que, pour vous, c'est le ticket gagnant?
il faut savoir ce qu'on entend par continuité. Hein. Ce qu'on entend par continuité, ça veut dire on entend réforme. Okay, on entend poursuite de l'émergence. Pour beaucoup, ces réformes n'ont jamais eu lieu depuis les 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit y croire? Vous savez s'il faut condamner. Hein. Moi, je me dis, aujourd'hui, le FCC, il faut qu'on se batte pour gagner ces élections haut la main et à tous les niveaux. Aujourd'hui, il ne faudrait pas condamner seulement la majorité. Il faut dire quand même que la majorité a partagé son pouvoir avec ceux de l'opposition. Aujourd'hui, s'il faut sanctionner, s'il faut que le peuple sanctionne, il faut sanctionner aussi les partis de l'opposition. Vous avez embarqué des gens pour pouvoir assumer avec eux. Mais ça va faire quand même plus de 5 ans. Ça va quand même faire plus de 5 ans. Sur les 15 ans. Non, mais sans compter les 1+4, dont je ne vais même pas rentrer là-dedans. Moi, je parle de 2011 à aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi eu quand même les 1+4. Donc, on ne va pas mettre tout sur le dos de Joseph Les premières élections, ça c'est clair. Si on compte la période de 2006. Moi, je pense 2006 à 2011 quand même, la majorité a été plus ou moins seule, à diriger ce pays et les gens ne se sont pas plaints comme tels. Il faut quand même qu'on se le dise. Voilà pourquoi on a toutes ces coalitions qui ont aujourd'hui empêché l'aboutissement de certaines réformes. Je ne le dirais pas comme ça. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de partis ou beaucoup de personnes qui étaient dans l'opposition qui ont rejoint le camp, le camp du président de la République. Et il faut dire qu'ils ont aussi ramené ils n'ont peut-être pas su suivre de manière spontanée sa vision. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont commencé le FCC et je prie bien et j'espère qu'ils vont vraiment pouvoir suivre le pas de notre candidat président de la République avec son projet de société, Emmanuel Ramazani Shadary. Et je pense que cette fois-ci, quand même, les gens ne devraient pas voter seulement parce que la personne se dit être de l'opposition. Parce qu'on sait bien ce qui se passe. Dans ce pays, on peut tout faire, on peut faire n'importe quoi. On peut voler, on peut maltraiter, on peut tuer. Et puis après, on exige quelque chose, un poste. Quand on ne nous donne pas, on ne dit pas la vérité à la population. Hein. On ne dit pas peut-être parce qu'on est sanctionné déjà au niveau de notre parti. Mais on revient juste pour dire, voilà, je suis opposant. Et seulement parce que je dis que je suis opposant, tu es sanctifié et tu es comme un saint. Non, moi je pense que maintenant la population quand même doit tenir compte. Comme je disais, il faut quand même qu'on vote aussi avec il faut faire un vote aussi basé sur le flair, naturel, le 6e sens que Dieu a donné à chacune de personnes et essayer de voter les bonnes personnes. Emmanuel Ramazani Shadary est le dauphin du chef de l'État, qui est votre autorité morale. C'est donc peut-être pas votre choix, mais aujourd'hui vous devez suivre puisque vous êtes automatiquement dans la danse. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir que pensez-vous de lui en quelques lignes? Quelles sont les qualités que vous pouvez ressortir de votre candidat président? Moi, j'ai personnellement, parce que la question me revient à moi, personnellement, il y a beaucoup d'axes quand même. Sur le plan humain, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais sur le plan humain, il y a beaucoup de témoignages de lui, positifs. C'est quelqu'un c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui booste les ambitions, qui propulse les gens et tout. Et je pense qu'il peut faire la même chose même pour ce pays. Il est aujourd'hui notre candidat et moi je suis derrière lui parce que de toute façon il n'a pas de bilan négatif. Vous n'avez pas le choix non plus. Aujourd'hui, vous devez aller vers la victoire. Ça veut dire soutenir votre famille politique. Ne pas avoir le choix, ça ne veut pas dire avoir un autre choix. Voilà, moi je n'avais pas un autre choix. J'attendais le choix du Raïs. Et voilà, le choix est là et on est derrière lui. Tant mieux, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui se défend bien, c'est quelqu'un qui, je pense, pourra quand même ramener ce pays au niveau quand même où tous les Congolais attendent finalement ce pays à un niveau très élevé quand même. Alors, on va parler brièvement de cette interview que le chef de l'État a livrée à notre consoeur Breckman. Il parle notamment de dignité, recouvrer la dignité pour finalement les futurs dignitaires, que ce soit le président, que ce soit tous les autres acteurs politiques, vous en faites partie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que le chef de l'État n'ouvre pas une certaine voie, une nouvelle ère? Parce que lui-même, il a su qu'autour de lui, il n'y avait pas que des saints. Donc aujourd'hui, ces propos, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Pour moi, c'est vraiment des propos d'espoir.
Parce que je me dis que, vous savez, être un homme d'État, être un homme politique, il faut quand même être un modèle. Et il ne faut pas toujours voir dans le sens où il veut que les autres respectent les dignitaires, enfin ces politiques et tout. Mais je pense qu'il faut quand même que ça commence par soi-même d'abord. Il faudrait qu'il y ait une classe politique où ces politiciens, ces députés, eux-mêmes devraient se faire respecter. On va vous respecter en faisant quoi? Pour avoir fait quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, il y a des attentes. La population a des attentes. Il suffit simplement de répondre positivement à ces attentes qu'elle va vous respecter. Simplement. Cette dignité qu'on attend, même des autres, même de la communauté internationale. Moi, je suis contre ceux qui voient derrière ces occidentaux des dieux, des saints, des sauveurs, des démocrates. Ils ne le sont pas. Je suis désolée de le dire. La démocratie, elle ne vient pas d'Afrique. Est-ce que je suis désolée de le dire. On ne se contredit pas quand on ferme la porte finalement à la communauté internationale? C'est quoi la démocratie? Pour moi, la démocratie, c'est pas le fait de voter chaque 5 ans. Ça fait partie des piliers de la démocratie. Non, je ne pense pas. Si, je donne mon avis. Je donne mon avis. Il y a une dame africaine, je pense que c'était la plus riche il y a quelques années, la dame noire la plus riche d'Afrique. Elle a dit que pour elle, l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie dans le sens où il fallait voter chaque 5 ans. Et moi, je pense que je suis de son avis. Vous pensez qu'il faudrait revoir les paramètres démocratiques congolais? Parce que réformer et faire un cadre particulier pour notre République? Oui, quand même. Mais bon, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. C'est pour cela même que j'aimerais être élu député. Oui, parce que je me dis quand même, nous sommes un pays on est vraiment au stade on est encore en train de boiter. On est très immature comme pays sur le plan politique. Et moi, je pense qu'il faudrait quand même un bon dirigeant, un dirigeant pour notre pays qui saura, comme le dit souvent le président Joseph Kabila, changer quand même la mentalité des Congolais, parce que tout commence par là. C'est pas seulement au niveau des dirigeants, c'est aussi au niveau de ceux qui sont dirigés. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau dans lequel ce pays est en ce moment-là, on se dit vraiment il y a un grand travail à faire. Vous savez, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde pour changer ce pays, mais tant que vous ne changerez pas les citoyens de ce pays, vous n'aurez pas de résultats positifs. C'est pour ça que je dis que les députés devraient, de manière naturelle et ponctuelle, revenir à chaque fois vers leur base pour essayer d'éduquer cette base. Essayer quand même de... Pas essayer. Pour éduquer cette base, pour informer cette base, pour former cette base. Parce que la richesse d'un pays, au-delà de l'or, du coltan, de tout ça, c'est d'abord sa population. Voilà. Et quand on a une population qui est vraiment qui est profane en tout et pour tout, on ne peut rien attendre, rien espérer en termes positifs de cette population. Voilà. Dorothée Soumboula, aujourd'hui on parle de réformer cet individu, c'est la course à la dignité, il faut recouvrer cette dignité, on parle de la lutte contre la corruption, on a déjà entendu parler au cours des dernières années, mais qui doit-on sanctionner? Parce qu'aujourd'hui on se dit de quel côté on pointe du doigt. Est-ce que c'est l'ancienne classe politique? Est-ce qu'on va chercher seulement dans les nouveaux arrivants? Parce que cette histoire de corruption, on en a parlé, reparlé au cours de ces dernières années. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce sera chose facile? Est-ce que ça sera faisable? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une couleuvre qu'on veut faire avaler aux gens? La lutte contre la corruption, pour beaucoup aujourd'hui, c'est encore de la démagogie. Est-ce que ce n'est pas votre avis? Je suis contente que le chef de l'État a dû parler de la dignité auprès de la journaliste belge, parce que je me dis, il a juste atteint mon sujet, mon thème, qui est les antivaleurs et recouvrir la dignité de la personne. La dignité du Congolais, on a tout perdu. Et à partir du moment où lui, il est conscient que nous avons perdu quelque chose, que nous devons le recouvrir, je crois que c'est un pas à l'avant. C'est un pas. Et le message, c'est pas seulement pour les dirigeants. Je crois que ce message, si nous le percevons, nous devons automatiquement
répercuter sur nos populations. Là où nous allons, c'est là où nous allons leur tirer les oreilles pour dire, je ne viens pas parce que je viens pour vous corrompre. Je n'en ai pas. Je n'ai pas. Mais je veux parce que je veux. Ils vont faire le décompte au cas où vous êtes élu, vous aurez des super émoluments. Est-ce que vous ne pensez pas à réformer aussi de ce côté-là les députés? C'est peut-être la raison de cette affluence finalement, cette course presque folle à la députation nationale. On sait qu'il y a au moins, je le dis parce que finalement ça reste très flou, au moins $7 000, sans compter les petites cagnottes qui passent de temps en temps, tous ces privilèges, tous ces crédits véhicules. Est-ce que vous pensez qu'une fois arrivé là-bas, vous pourrez leur faire avaler ça? Le député est pratiquement corrompu, graissé, on lui graisse la patte pratiquement. Voilà pourquoi il oublie facilement la base. Est-ce qu'il y a moyen d'y penser? Comment vous allez convaincre cette population pauvre alors que vous serez engraissé d'ici là? Personnellement, je ne vois pas les choses dans le sens... C'est-à-dire, moi, je ne me lance pas pour aller m'engraisser. Mais ça reste un avantage dont vous allez Je ne me lance pas pour aller m'engraisser. Je me lance parce que ce que je vis à côté de ces gens-là. Je ne vis pas en dehors d'eux. Donc, ce qu'ils ressentent, je le ressens. Ce qu'ils vivent, je le vis. Quand ils n'ont pas d'eau, je n'en ai pas plus. C'est l'eau de pluie dont ils jouissent, je jouis de l'eau de pluie. Quand il n'a pas d'électricité, je n'en ai pas plus. Donc ce qu'ils vivent, je le vis. Alors à ce moment-là, sa démarche, ses attentes sont les mêmes que moi. Tout ce que je leur demande, que moi je puisse porter plus loin leurs attentes. Mais ils savent que nous avons beaucoup perdu sur le plan de la dignité, ils le savent. Et quand on dit qu'il faut compter sur les femmes, même cette maman qui vend le pondou, qui vend les biteku-teku, elle sait qu'elle est tombée bas. Elle le sait. Et une anecdote, juste en sortant de la maison, je vais sur mon WhatsApp, et c'est juste une image. Bon, aussi, si je peux l'appeler collègue député ou enfin un candidat qui postule et qui envoie des jeunes gens au marché. Ah bon, allez-y, prenez les noms, les cartes les numéros de cartes se vendent parce que voilà. Donc et puis vous donnez 2000 francs. Commence à distribuer les 2000 francs au marché et tout d'un coup tout le monde s'insurge. Moi, je ne vous donne pour 2000 francs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos 2000 francs? Ça, je trouve que c'est positif. C'est que les gens ont compris. Un peu plus, Grace Kakese, il paraît que les partis politiques, aujourd'hui, mettent des tonnes d'argent, finalement, pour corrompre le futur électorat. Je pense que la chose, elle est mal comprise. Hein. La CENI permet à tout le monde d'avoir des témoins. Okay? Et pour avoir des témoins, il faut les enregistrer. Il faudrait leur donner des badges. Okay? Et ce n'est pas des témoins qu'on prend comme ça à la volée. Non, non, non. C'est des témoins qui devraient être enregistrés à la CENI. C'est des gens qui devraient avoir elles-mêmes d'abord des cartes d'électeurs. Et ça s'achète? Et pour ça, non, moi je n'achète pas ça du tout. Mais je sais... On aurait même entendu des candidats députés qui remettent la somme de 50 000 francs. Mais de toute façon... C'est juste pour avoir un témoin ou c'est pour avoir d'office le numéro de la carte d'électeur? Non, mais s'il a des millions, il n'y a pas de problème. S'il peut remettre 50 000 francs à chaque personne pour avoir 1000 témoins, tant mieux pour lui. Ça, c'est lui. Mais on ne peut pas voter parce que pour voter, il faut qu'il y ait des empreintes. On ne peut pas voter parce qu'on a pris votre numéro de carte d'électeur. Soyons sérieux. Est-ce que ce n'est pas possible avec la MAV, comme disent certains? Est-ce que non, c'est faux, si on peut commenter rapidement par rapport à la machine à voter? Aujourd'hui, pour parler des opposants, Félix Tshisekedi est en train de dire qu'ils peuvent aller avec ou sans machine à voter. Ils vont prendre des témoins. Ils vont mettre, je pense, 300 000 témoins. Mais lui aussi, il sait qu'il faut prendre les numéros de carte d'électeur. Vous allez me dire que lui aussi va tricher? Alors ça veut dire que la triche va se faire à tous les niveaux et chez tout le monde, dans tous les camps. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on prend l'identité d'une personne avec son numéro de carte d'électeur, c'est simplement pour vérifier s'il est réellement de ce district-là et s'il est réellement, si c'est réellement lui et tout, parce que finalement, à la fin, la CENI va remettre des badges.
Et moi, j'aimerais avoir quand même des témoins pour surveiller mes voix. Parce que après, je pourrais avoir des PV signés. Au moins, j'aurais une idée déjà si j'ai gagné ou pas. Enfin, sans compter le seuil. Le Conga, déjà, c'est costaud. Est-ce que vous avez déjà planifié tout ça? Vous aurez combien de témoins? Est-ce que vous êtes en train de vous armer suffisamment pour ça? Bon, le Conga a 2000 et quelques bureaux de vote. Des candidats costauds, comme on le dit. 2000 et quelques bureaux de vote. Et quand il faut mettre un témoin, il faut mettre aussi avec un suppléant. Maintenant, ça revient aux partis. Il y a des partis qui donnent des quotas parce que tout le monde ne peut pas avoir 4000 personnes comme témoins. Il y a des partis qui donnent des quotas de 200 personnes. Il y en a d'autres qui en donnent pour 1000. Il y en a, ça dépend. Hein. Ça, c'est vraiment un travail, des travails internes au parti voilà, politique. c'est à l'interne, c'est un travail qu'on fait à l'interne. Mais en ce qui me concerne, moi, j'aurai des témoins. Et moi, je prends les numéros de carte de mes témoins. Je prends l'identité, numéro de carte d'électeur et tout, parce que je devrais vérifier. Est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que réellement elle habite là? Est-ce que c'est un numéro... parce qu'après, j'aurai des badges. Si j'ai 10 témoins, il faudrait que la CENI me donne 10 badges. Mais pour ça, il faudrait que ce soit mes électeurs aussi. Je ne prendrai pas un témoin qui ne pourra pas me voter. Je ne prendrai pas un témoin qui va revenir, qui est de la Tchangou, par exemple, parce que maintenant, avec la loi électorale, il ne pourra pas me voter. Donc, j'aimerais me rassurer, et donc je prends le numéro de carte d'électeur. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas corrompre. D'ailleurs, je peux donner 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, et puis après, ce jour-là, je ne le vois plus. Le secret des urnes, en plus, ce n'est pas garanti. Et puis, je ne le revois même plus. Oui, et il y a des gens, d'ailleurs, qui ont pris des témoins en 2011, mais ces témoins ne les ont même pas votés. Tu te retrouves dans un bureau de vote où tu avais un témoin et un suppléant, mais tu as 0 voix. Vraiment. Donc, on n'oblige personne à voter. C'est simplement pour besoin d'identifier la personne. Certains ont qualifié de Lukunga de poule de la mort. Ça veut dire depuis longtemps, c'est connu. Lukunga, c'est quand même un maillon dur qu'il faut affronter. Il y a des grosses pointures. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Aujourd'hui, les grosses pointures ne le sont pas. Ne le sont peut-être plus, parce que vous savez, c'est quoi grosse pointure? Aujourd'hui, ça joue en leur défaveur aussi, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a chanté Pépé Kale, Koye Banapé Zangambo. Donc, en tout cas, aujourd'hui... Ça veut dire qu'on traîne des casseroles et aujourd'hui, on doit convaincre différemment l'électorat. Ils ont 2 fois plus de travail que ceux qui arrivent. Voilà, c'est le bilan. Pour ceux qui étaient là, il faut emmener un bilan. Ces grosses pointures-là, il faut emmener un bilan. Et puis, il faut dire, c'est pas seulement au Congo. Dans tous les pays au monde, l'Assemblée nationale, généralement, elle n'est jamais renouvelée à 100%. C'est toujours le 1/3 qui revient. Donc, moi, je me donne de la chance. Comment vous organisez? Vous descendez sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Un mois, c'est beaucoup et pas beaucoup. Voilà, c'est beaucoup et pas beaucoup. Moi, j'ai fait une pré-campagne quand même. J'ai une bonne base. Et non seulement j'ai une bonne base, j'ai beaucoup de gens qui croient en moi. La base aujourd'hui, c'est très relatif, la base. Oui, c'est relatif, oui et non. Mais il faut dire que moi j'ai fait un bon travail quand même. Vous savez, quand j'ai postulé en 2011, je ne savais pas que j'allais revenir en 2017. Pas du tout. Déjà en 2011, c'était pas mes ambitions. Je me suis retrouvée dans la liste du parti comme ça. Mais cette année, quand même, j'étais convaincue. Et comme je disais, moi j'ai fait un travail, mais ce travail-là, je ne savais même pas que je le faisais pour postuler. Je suis servante de Dieu et je suis intellectuelle. Donc je suis quand même une personne qui éduque des masses. Et pour nous qui croyons, à chaque fois qu'on sert le Seigneur, en réalité, on se rend compte qu'on ne le sert pas, on se sert nous-mêmes. Donc j'ai quand même, aujourd'hui, il y a plusieurs bases. Il faut dire qu'il y a des bases, il y a des gens qui votent, il y a des votes tribales, il y a de ceux qui votent parce qu'on est de la même tribu, il y a ceux qui votent parce qu'on est de la même église. Il y a ceux-là qui votent parce qu'on est de la même confession religieuse et tout. Moi, j'aimerais que tout le monde me vote, mais il faut dire quand même que j'ai aussi une base, une bonne base aussi par rapport à ce côté chrétien et tout. Mais j'ai aussi une bonne base des personnes que j'encadre. J'ai une ONG, même si je n'en ai pas parlé au début. J'ai une ONG et voilà. Et j'ai fait quand même des enfants, des démunis et tout. Ces enfants ne voteront pas. Non, justement, ça prouve que je ne le fais pas parce que par profit. Je l'ai toujours fait, je l'ai depuis 2007. Je le fais tant soit peu avec mes petits moyens. Vous avez parlé de $7 000, Dieu merci.
Moi, je ne vais pas pour les 7 000 $. Hein. Mais bon, c'est vrai que si on m'en donne 70 000, 7 000, je ne dirais pas non. Vous ne penserez même pas à les réajuster pour rééquilibrer non, avec vous savez les besoins vous savez, des fonctionnaires, c'est beaucoup, des militaires. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Je ne veux pas mépriser la somme. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Moi, je suis douanière, ok? Donc, je ne suis pas une mendiante. Mais avec le peu que j'ai de la douane, déjà, je partage. À la douane, on parle beaucoup de corruption. Il faudrait revoir par là aussi, hein la douane, aujourd'hui quand on parle de douanier, suis à la douane, je suis à la douane, gros, je suis à la douane, ça va faire 9 ans. Je suis à la douane, ça va faire 9 ans. J'étais avant dans une direction de tarifs et règles d'origine. Déjà là-bas, on ne peut pas parler de corruption parce que, voilà. Aujourd'hui, je suis au contentieux, aux affaires juridiques et contentieuses. En tout cas, je ne sais pas, quand on parle de corruption à la douane, je ne vois pas trop. Le circuit est plus ou moins fermé et réglementé, à votre avis? Oui, quand même, oui. En tout cas, moi, je pense d'ailleurs que les douaniers ne sont pas rémunérés comme il le faudrait. Ah oui, parce qu'on pointe trop du doigt la douane, mais au finish, les douaniers, quand même, moi, je pense qu'il faut quand même repartir comment je dirais, il faudrait quand même qu'on tienne compte, voilà, des régies qui apportent plus dans la caisse de l'État. Vous allez au moins commencer par le Congolais lambda, qui n'a peut-être pas déjà de boulot à la base. Pour ce soir, quel serait votre dernier mot? Votre électorat vous suit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en une minute? Vous savez, c'est pas toujours le gouvernement qui donne un travail, qui donne du travail. Il y a aussi des privés. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt améliorer justement ce climat pour qu'il y ait beaucoup aussi de privés. Voilà, exactement, qu'il y ait aussi beaucoup d'investisseurs et tout. Mais aussi, la responsabilité du gouvernement, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Il faudrait quand même que le gouvernement relève aussi ce côté-là. Et pour ça, justement, il faut voter les bonnes personnes qui sauront c'est quoi être un député et qui pourront aussi veiller à ce que le gouvernement, surtout le budget et tout, Dieu merci, avec notre budget, avec notre candidat, Emmanuel Ramazani Shadari, il en a tenu compte. Il a parlé de... À croire que ce budget va sortir d'un coup de baguette magique. Les gens n'y croient pas trop. On aura peut-être une autre occasion d'en débattre voilà, des différentes lignes. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de volonté et avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de travail, on pourra. Dorothée Soumbula, vous êtes de la circonscription du Mont-en-Bas. Comment ça se passe là-bas? Également un morceau dur, puisqu'il y a beaucoup de pointures, notamment de l'opposition, de grosses pointures qui ont déjà fait des noms et leur temps là-bas. Comment allez-vous vous y prendre? Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. Pour avoir évolué dans le milieu de l'éducation, ça fait un passé pour moi. Pour vivre à côté tout justement je ne dirais pas tellement des démunis, mais ceux qui vivent la même chose que moi, ils croient en moi, je crois en eux. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons. Vous avez une base assez fiable avec laquelle vous pouvez partir confiante pour les élections. Oui. Oui, et oui, et oui. Et un petit commentaire par rapport à ces élections. Il y a des doutes par rapport au délai. Est-ce que la CENI sera finalement prête avec le déploiement du matériel, notamment la machine à voter qui pose encore certains remous, même si la CENI a confirmé qu'il n'y a pas de changement à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'au 23 décembre, on sera au rendez-vous? Écoutez, si la CENI est persuadée il y aura élection, il y aura élection et nous irons. On ne peut pas envisager une transition? Ne pensez-vous pas que finalement, ça soit une voie de sortie raisonnable pour tout le monde, afin de mieux se préparer, plutôt que d'aller tout droit dans les contestations? Écoutez, je crois que les gens, finalement, dans la population, on sent une certaine impatience. Ce désir, cette détermination. Cette détermination de dire, allons-y. Dans n'importe quelle condition? Pas dans n'importe quelle condition, puisque la CENI nous confirme. Alors à ce moment-là, on n'y va pas, comme on dit en lingala ngulungulu. Non, c'est une institution. C'est l'organe technique qui donne les assurances. Voilà. Donc, ils donnent des assurances et la population est prête. Nous y allons. Quel serait votre dernier mot ce soir?
Que voulez-vous dire à votre électorat? À mon électorat, je n'aurai qu'un seul mot. Nous y croyons, nous y arrivons. Ok. Mesdames, merci beaucoup d'être venues à ce rendez-vous. On n'a pas eu beaucoup de temps. Il y a peut-être d'autres questions dont on pourra encore parler. On a encore quelques jours d'ici la fin de la campagne. Je le rappelle, Dorothée Soumboula a été notre invitée. Elle est du regroupement des Républicains indépendants, candidate... C'est numéro 472, circonscription du Mouamba. Voilà, le numéro de vote, voilà. Et puis, pour Madame Grace Kakese, qui est du Parti congolais pour la démocratie, PCD, vous êtes... mosaïque du PPRD. Oui. Voilà, moi je vais dire, moi je suis le 478 de la Lukunga. Il est possible qu'ensemble avec ces électeurs-là, qu'on rebâtisse une RDC plus belle qu'avant, c'est possible. J'y crois et j'y crois fermement. 478 de la Lukunga, c'est tout ce que je peux dire. Mon numéro de téléphone, je ne pense pas que ça soit important. Ok, voilà. Bonne chance, mesdames. 478, la Lukunga. Et un petit rappel pour votre numéro. Merci. Numéro de vote 472. 478 et 472, Lukunga et Mouamba. Merci mesdames d'être venues. Je vous souhaite plein succès, bon vent pour la suite. Mesdames et messieurs, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous allez pouvoir vous habituer à suivre un numéro différent à chaque fois avec des candidats. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on ne pourra pas tous les recevoir. 15 335, c'est quand même pas... c'est la mer à boire, hein, on pourrait le dire. Donc, vous aurez quand même à découvrir quelques-uns. Ceux qui seront dispo seront là pour vous parler de leur projet de société, discuter avec nous des questions d'actualité. Grand merci également au cadre qui nous a accueillis ce jour. Il s'agit du Centre de ressources pour les médias qui va abriter ces différentes émissions que nous allons enregistrer pour vous pendant cette période de campagne électorale. C'est donc dans élection 2018. Je vous retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. À très bientôt. Bonsoir. Bonjour chez vous.